Je suis une spécialiste de philosophie et de théorie politique, donc j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat dans ces disciplines-là. Et je me suis toujours intéressée aux sociétés démocratiques libérales contemporaines et à leurs principes fondamentaux, mais aussi à certains enjeux particuliers, notamment celui des nations et des nationalismes, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé avec notamment André Lecourt et Alain Gagnon, mais aussi avec d'autres collègues du groupe de recherche sur les sociétés plurinationales. Et toutes les questions aussi de politique de la reconnaissance et des conséquences et des implications et des critiques de la politique de la reconnaissance m'ont aussi toujours beaucoup intéressée. Donc mes premiers travaux étaient orientés beaucoup vers ça. Parallèlement à ça, j'ai aussi travaillé sur la question de l'État, de la souveraineté étatique et de la souveraineté populaire. Donc depuis longtemps, je suis un peu obsédée par la forme État, par la souveraineté étatique, par la subordination de la souveraineté populaire à la souveraineté étatique. Donc ça, c'est un autre de mes dadas. Dans les dernières années, j'ai fait 2 livres dans cette lancée-là. Un livre sur la souveraineté populaire en Occident, qui s'intéresse à la notion de souveraineté populaire, mais à partir du moment où on retrouve des débats significatifs sur cette notion-là au Moyen Âge, sur des questions de droit romain, en fait. Donc, on récupère certains éléments du droit romain pour réfléchir sur la souveraineté populaire, pour arriver à formuler des thèses qui proposent que le peuple est le détenteur de la souveraineté et que c'est lui qui donne, cède ou délègue son autorité. Dans les premières versions, c'est toujours le peuple cède son autorité. Il lui dit, OK, il y a un empereur, on lui donne nos droits. On n'a plus rien après. Mais après, au fur et à mesure qu'on évolue en Occident à travers les périodes historiques, on en vient à l'idée que le peuple est le détenteur et reste le détenteur de la souveraineté et qu'il l'exerce, que c'est lui qui détermine les fondements de base d'un régime politique et c'est lui qui donne son consentement ou son autorisation. Donc ça m'intéressait beaucoup. Toute la dynamique de comment ça se fait à la fois par les pamphlets, les idées, les débats et les mobilisations sociales, aussi l'interaction entre ces phénomènes-là. C'est extrêmement intéressant et ça continue encore aujourd'hui. On peut se poser des questions, par exemple, si au niveau transnational, est-ce qu'on a des mobilisations qui vont donner naissance à d'autres formes de communautés politiques basées sur l'idée que le peuple est détenteur de la souveraineté? Ça, on ne sait pas encore, mais c'est sûrement en discussion. Puis l'autre livre que j'ai publié récemment, c'est sur ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Au-delà de l'État. Donc, le pouvoir constituant, pour le dire simplement, c'est une notion fondamentale en théorie politique et en théorie du droit moderne qui incarne l'idée que le peuple est un agent politique collectif. Un agent, ça veut dire qu'il est capable d'agir, de prendre des décisions, de manifester ses intentions et que c'est lui qui prend forme à travers une constitution. Les gens se rassemblent, adoptent une constitution qui ensuite les nomme comme peuple et qui donc toujours constitue le fondement de base des régimes politiques. Et moi, j'ai essayé de réfléchir dans ce livre-là sur parce que c'est très caractéristique de l'État. Donc, quand on arrive dans des contextes supra-étatiques, par exemple comme l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait avec cette idée-là qu'à la base, on doit avoir un pouvoir constituant qui autorise la construction et le fonctionnement d'un régime politique? La dernière chose, c'est que dans les récentes années, j'ai travaillé aussi sur deux projets un peu plus qui requièrent un peu plus d'organisation, de gestion. Le premier, c'est un projet à l'Université du Québec à Chicoutimi, d'une chaire sur l'autochtonisation de l'enseignement supérieur. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. On a eu des fonds. On est en train de continuer de la mettre sur pied. Mais là, j'ai passé le relais pour ça. Puis actuellement, je me suis occupée beaucoup du dossier de la chaire France-Québec sur la liberté d'expression. Sur laquelle on travaillait depuis 2020 au moins. La chaire qui est maintenant officielle, elle est en fonctionnement. L'équipe québécoise et l'équipe française, donc il y a 4 co-titulaires de chaque côté de l'Atlantique qui travaillent ensemble. Ça a été annoncé l'automne dernier. Puis dans le cadre de ce projet-là, auquel l'Université du Québec à Chicoutimi a beaucoup contribué, on a mis à l'Université du Québec à Chicoutimi sur pied un observatoire de la liberté d'expression qui est basé à l'UQAC, mais qui est un regroupement entre établissements
et donc dans lequel il y a des chercheurs de plusieurs universités québécoises. On est en train de finaliser l'organisation de tout ça, mais il y aura des coopérations aussi en France, au Canada anglais, aux États-Unis, pour avoir aussi une perspective comparative sur ces enjeux de liberté d'expression qui sont presque omniprésents actuellement.